Déjà, merci beaucoup, Monsieur Klein, pour votre participation à cet entretien. Je vais vous demander déjà de vous présenter, donc vous parler de votre parcours et également de votre travail au ministère. Bonjour Magali, je suis très content de vous présenter à ce que je fais à la mission pour l'Outre-mer de la DGS et puis ce que fait le ministère au bénéfice des Outre-mer. Mon parcours, il est assez original par rapport au ministère de la Santé. Je suis ingénieur généraliste de formation, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie. Après, j'ai été dans les systèmes d'information dans les hôpitaux de Paris pendant une dizaine d'années. Et je suis arrivé au ministère il y a déjà années, toujours dans les systèmes d'information. Ça fait que quelques années que je suis à la direction générale de la santé et depuis 2 ans et demi à la tête de la mission pour les Outre-mer de la direction générale de la santé. C'est une mission qui est toute petite, on n'est que deux. Une qui s'occupe des aspects juridiques, droit de la santé des Outre-mer, et puis moi-même. C'est une mission qui s'est créée simplement il y a quelques années et ça correspondait à une demande de la Cour des comptes. On faisait le constat que dans l'ensemble des politiques publiques, pas uniquement la santé, les Outre-mer n'étaient pas suffisamment coordonnés. Nous, notre rôle, c'est ça, donc c'est de faire un peu l'aiguillon auprès de l'ensemble des structures internes, en lien avec les autres directions, en lien avec les autres ministères, le ministère des Outre-mer, bien sûr, sur tous les sujets qui traitent de la santé publique. Finalement, vous faites vraiment un travail de coordination au niveau national et votre action se déploie, du coup, couvre tous les 12 territoires d'outre-mer. Finalement, il y a les départements, il y a les territoires d'outre-mer. Est-ce qu'il y a une différence dans la gestion et dans la coordination, finalement, dans la manière dont vous traitez les informations et voilà. Il y a effectivement des différences entre les départements et régions d'outre-mer et les autres collectivités d'outre-mer. Les différents territoires n'ont pas les mêmes compétences. Pour faire simple, les départements et régions d'outre-mer sont des départements au même titre que les départements et régions métropoles et le droit, notamment le droit de la santé, s'y applique comme partout sur le territoire métropolitain, avec des particularités liées aux situations géographiques, aux situations sociales. Et donc nos relations, elles sont les mêmes qu'avec les ARS en métropole. Alors ça, c'est pour les régions d'outre-mer, vous connaissez bien, c'est-à-dire les Antilles, Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Alors Mayotte a toujours encore un peu un cas particulier parce que Mayotte est département depuis à peine 10 ans. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas encore complètement identiques à Mayotte que dans les autres départements. Donc là, on a encore un chemin institutionnel un petit peu différent à Mayotte. Il y a surtout des différences dans le droit du travail, dans le droit de la sécurité sociale. On n'est pas encore complètement pareil sur la forme de territoire métropolitain, mais le code de la santé publique a peu de choses près, avec les particularités locales, c'est la population, le développement du territoire qui n'est pas le même que celui de la région métropolitaine. Avec les autres collectivités d'outre-mer, là c'est différent et c'est de plus en plus différent. C'est-à-dire on a Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin qui ont des statuts différents. Pour faire simple, et puis Wallis, c'est ce truc-là, où on a des statuts qui peuvent être différents, mais globalement l'État a compétence dans la santé sur l'ensemble de ces territoires. Même s'il n'y a pas d'agence régionale de santé, on essaye d'avoir la même politique. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont gérés par l'agence de santé de Guadeloupe. Et puis Wallis, c'est ce-là, et Saint-Pierre-et-Miquelon sont deux tout petits territoires qui ont des administrations territoriales avec des organisations administratives qui sont très spécifiques avec lesquelles on travaille en fonction de l'éloignement de façon la plus proche possible. Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, là c'est différent parce que ces deux territoires ont une compétence propre sur la santé. L'État français est en appui, mais n'est pas directement compétent pour la politique sanitaire, ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie. Donc les relations sont évidemment différentes, puisque c'est le gouvernement polynésien et le gouvernement calédonien qui a la pleine et entière responsabilité de la politique sanitaire. Bien sûr, ce sont des territoires qui sont loin, isolés, et on a des conventions d'assistance, on a des conventions d'appui, et puis par exemple, dans le cadre de on travaille évidemment avec eux pour qu'ils puissent bénéficier aussi d'une sorte de dispositif ou de moyens. On est dans un système qui est un tout petit peu très nettement différent. Donc, s'ils ne font pas appel à nous, ils sont un peu plus loin. Mais donc, on intervient, nous, dans la santé, à la demande de ce territoire. Donc, du coup, la situation a quand même été très peu abordée par rapport à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a eu très peu de cas. Et comment est-ce que vous avez pu organiser, du coup, cette coordination et cette veille sanitaire à ce niveau-là, puisque votre relation avec Saint-Pierre-et-Miquelon est différente que la relation que vous avez avec un département région d'outre-mer? Elle est différente, certes, mais elle a été très suivie. On a eu des contacts réguliers depuis le début de la crise avec l'administration territoriale de santé. Malgré l'éloignement,
malgré l'isolement, malgré la taille du territoire, faire en sorte que les 6 000 habitants ne soient traités comme n'importe quel, en travaillant bien entendu de façon très fine avec la préfecture, et puis en leur donnant des capacités de test assez isolées, puisse se faire également à Saint-Pierre-et-Miquelon. À l'échelle du territoire, on leur a donné les moyens. En proportion du nombre d'habitants, ils ont été plutôt surdotés par rapport à la moyenne. Dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, plus ils sont isolés, plus ils sont éloignés, plus c'est une chance pendant une pandémie comme celle-là. Oui. On arrive facilement à restreindre le temps d'accès à contrôler, etc. Et donc, c'est à la fois un handicap d'être isolé et de couper le trafic aérien. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, la chance qu'on trouve, c'est qu'on a eu très peu de cas. On a aujourd'hui, en fait, il y a eu 16 cas au total, mais en fait, il y a eu des tests positifs qui concernaient. D'accord. Aucun cas hospitalisé, et sur aucun décès, et donc, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur les défis en général que rencontrent les territoires d'outre-mer, notamment les enjeux structurels en matière de soins et en matière de santé sur ces territoires. Quels sont déjà les plus grands enjeux et comment est-ce qu'on y fait face de manière générale ? Les difficultés auxquelles sont confrontés les outre-mer sont liées à leur position géographique, l'isolement, l'éloignement, et puis la précarité aussi. C'est toujours plus facile d'installer des installations sanitaires, des grands hôpitaux dans des territoires où on va pouvoir localiser que dans des territoires où il y a 400 000 habitants, où il y a 10 000 habitants. Donc là, on est forcé évidemment d'avoir des solutions qui sont adaptées. La géographie des lieux et la diversité aussi culturelle implique des solutions très adaptées. Ça, c'est vrai que c'est compliqué en Guyane, dans un territoire qui est très vaste, d'avoir un service d'urgence et une structure hospitalière à moins de 30 minutes liées, disponibles. Donc, petit à petit, on progresse. On installe des centres de santé de proximité qui sont de plus en plus équipés, mais évidemment, ça se fait dans la durée. On a une constance dans l'ensemble de l'outre-mer et qui est liée à la précarité, qui est le problème de malnutrition, de la sous-nutrition il y a quelques dizaines d'années, et puis ça s'est transformé en mauvaise nutrition. Le modèle occidental, c'est dans les zones les plus précaires, les gens n'ont pas forcément accès à des produits de qualité parce qu'ils sont chers, etc. Et il y a aussi historiques qui font que les territoires ne sont pas forcément autonomes d'un point de vue alimentaire. Et donc ça, dans tous les outre-mer à peu près, entraînant des surpoids, des obésités, de façon statistiquement plus importante qu'en métropole en moyenne. Et donc ça, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des outre-mer, qui fait que l'obésité augmente et donc toutes les maladies chroniques. Côté des maladies infectieuses, évidemment, on a aussi un sujet d'enjeux majeurs qui sont liés à la géographie, aux tropiques, beaucoup plus qu'en métropole. Enfin, on a quand même encore pas mal de maladies. On voit dans les territoires comme la Guyane, par exemple. Donc là, on a beaucoup progressé ces dernières années. C'est un enjeu, par exemple, de la lutte contre le paludisme. On en a encore en Guyane, on en a encore à Mayotte, mais du paludisme pour la plupart importé, donc des autres pays autour, et qu'on arrive à juguler. C'est un enjeu qui est presque derrière nous, presque. Mais on doit être très vigilant. Ce n'est pas du tout derrière nous par rapport aux maladies infectieuses portées par les vecteurs domestiques. Et donc, cette année, l'ensemble de nos outre-mer ont eu ou ont actuellement encore une épidémie. Et assez cognée, assez importante. On a en fait même plus de moyens en proportion maintenant que dans certaines régions métropolitaines. Le grand défi, en fait, c'est de pouvoir vivre mieux avec une meilleure alimentation. Les Antilles, par exemple, sont aussi confrontées à des problèmes de pollution environnementale liés à une très très forte utilisation de pesticides depuis des dizaines d'années. Là, maintenant, on a une utilisation plus raisonnée. C'est maintenant aussi qu'on a les effets des cultures intensives qu'on peut avoir dans les outre-mer. Mais après, chaque territoire a ses enjeux propres. Donc, vous avez parlé de la précarité, de la malnutrition. À cela s'ajoute aussi la question du vieillissement de la population. Comment est-ce que ça se déploie au niveau des différents territoires? Comment est-ce que cette question, je dirais, creuse les inégalités et renforce les défis sanitaires? Alors là, la situation elle est très contrastée entre les différents territoires d'outre-mer. Il y en a qui sont effectivement concernés par un vieillissement extrêmement rapide de la population, puis d'autres, en revanche, pas du tout encore concernés par ce sujet, qui ont des populations très jeunes. Mayotte, surtout, 50% de la population qui a moins de 18 ans. La Guyane également, alors que, en effet, les Antilles et la Réunion sont concernés par un vieillissement rapide de la population, à tel point que dans les Antilles, la population diminue. Il y a un mouvement, avec un courant d'augmentation de l'espérance de vie. En
Martinique, en Guadeloupe, l'espérance de vie est tout à fait comparable à celle de la métropole. Les gens vivent plus vieux, très bien, mais par contre, ils partent faire leurs études, beaucoup, en métropole, et ils reviennent pas forcément très vite. En fait, les jeunes sont bons, et donc c'est un enjeu majeur qui est au-delà de la santé publique, c'est un enjeu d'infrastructure, c'est un enjeu de conserver les jeunes sur place, mais évidemment, dans des territoires, une fois 400 000 ou 300 000 habitants en Guyane, on ne peut pas avoir toute l'offre, toutes les possibilités qu'il y a dans un pays de 60 millions, c'est évident. Donc, de toute façon, on aura toujours cette difficulté-là. Et l'idée, là, par contre, c'est d'agir pour que les personnes puissent revenir. C'est comme quand on va en province, on fait des études de l'extérieur, mais après, on vient pour bénéficier du territoire de notre expérience, de notre savoir, de nos compétences. D'un point de vue sanitaire, la situation elle est un petit peu différente dans les Antilles et à La Réunion. Alors, à La Réunion, la population continue à croître encore, mais il y en a quand même beaucoup plus qui restent sur place. Et puis, transition démographique, les familles sont passées de 7-8 enfants, de 3-4, pas encore en 2002 métropole, mais c'est fait plus récemment que dans les Antilles. Dans les Antilles, il y a maintenant un certain nombre d'établissements, etc., très peu dans La Réunion. Et en fait, un des enjeux, c'est de développer des structures adaptées. Les structures type métropolitaines ne sont pas forcément les plus adaptées, mais aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on a un vieillissement important de la population. On a un taux de dépendance, par exemple, à La Réunion, qui a des solutions innovantes tous les jours qui sont imaginées, que ce soit par des aides familiaux, que ce soit par des mini-structures, des aides particulières. Donc, on a un champ de dérogation possible pour adapter l'offre pas forcément de soins, mais d'hébergement, disons, des possibilités suffisantes pour les personnes qui en ont besoin. C'était quelque chose qui n'existait pas trop avant, que l'ensemble des familles restaient avec les personnes âgées chez elles, là, donc c'est un enjeu majeur, plus en termes d'aménagement du territoire, d'installation de dispositifs, en termes de santé publique, ça améliore la santé des gens pour avoir des solutions qui permettent de lutter contre l'isolement. C'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de la géographie des territoires. Et puis, il y a aussi un enjeu majeur aussi dans certains de ces territoires, qui est lié au multiculturalisme. Dans chacun des territoires, on a des langages créoles et autres, ça c'est très bien. Au niveau national, que les messages de prévention soient adaptés à chacune des populations, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes atteintes de telle ou telle pathologie, et que donc les différentes institutions ou milieux associatifs locaux s'approprient et adaptent les messages pour qu'ils soient compris la population, avec un enjeu très important qui est aussi lié au fait que dans ces territoires, on a un taux d'électricité nettement plus élevé que la moyenne française. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de coordonner justement les différents dispositifs sur les territoires. Vous avez parlé du cas de la Guyane, qui est un très grand territoire et pour lequel il y a un accès inégal aux soins. Est-ce que dans ces cas-là, une collaboration au niveau régional serait un mode viable et pérenne ? Au niveau des Antilles, il y a un certain nombre d'organismes de coopération régionale qui existent et qui sont relativement efficaces. Pour le cas de la Guyane, il y a aussi des projets. On est face à des projets qui sont un peu des projets non pas individuels, au sens individu de personne, mais thématiques, mais pas des grands projets de coopération au niveau des pays. Alors, la Guyane, c'est évident, on a des populations qui vivent le long des fleuves frontières. La frontière, c'est quelque chose de vraiment fictif. Et donc, nous, évidemment, la politique sanitaire, on aurait bien envie d'avoir des zones de coopération autour des fleuves. Ça existe, mais il n'y a pas d'accord de réciprocité au niveau de sécurité sociale entre la France et le Brésil. Donc, ensuite, on est face à des problèmes administratifs qui remontent au niveau national. Ça sera à nous de gérer au niveau de la direction de la sécurité sociale, des affaires internationales. Cela dit, il y a des projets. On arrive à travailler avec les Brésiliens. Par exemple, un projet extrêmement intéressant sur la lutte contre le paludisme. On a développé un kit d'autodiagnostic et de traitement que les associations distribuent aux populations qui vivent dans la forêt à l'insu des autorités pour qu'ils soient mieux traités, qu'ils puissent se diagnostiquer, qu'ils puissent prendre les bons médicaments, ne pas prendre des antipaludéens quand ce n'est pas la peine et prendre des antipaludéens quand c'est la peine, les éduquer de façon gratuite. Donc des milliers d'orpailleurs ont pu recevoir ce kit et l'idée c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. On soigne à la fois mieux que personne. On évite la résistance à certaines molécules, à certains médicaments en ciblant plus l'utilisation de ces antipaludéens. Puis tout ça se fait par la bonne volonté des associations et des institutions de santé de part et d'autre. Mais c'est vraiment important de poursuivre ça. Plus c'est élevé au niveau des nations, plus c'est dépendant des relations diplomatiques. C'est finalement, d'une certaine manière, plus c'est structuré, plus c'est fragile. Donc c'est un peu paradoxal. Est-ce que vous pourriez nous faire une brève chronologie du plan d'action que vous avez mis en œuvre au niveau de la DGS ? Pourriez-vous évoquer les politiques de santé majeures qui ont été mises en place depuis la crise du Covid ?
essayer donc d'anticiper au mieux les besoins des territoires pour que l'épidémie, quand elle arriverait, quel est le moins d'impact possible dans un territoire où on sait que le système sanitaire n'est pas forcément le plus développé. On a travaillé dès le début de la crise avec l'ensemble soit des ARS, soit des agences locales de santé, en fonction du nombre de cas et des possibilités sur place, au niveau des équipements, soit des lits, soit des respirateurs, soit toutes sortes de consommables associés. Il y a bien sûr eu toute la logistique associée à la fourniture des équipements de protection individuelle, donc les masques, les blouses, etc., avec les difficultés sans nom qu'on a eues pendant la première partie de la crise. Ça ne cache pas, hein, on était dans une phase de pénurie sur l'ensemble du mondial, donc on avait des difficultés accrues dans les Outre-mer. On avait double peine, c'est-à-dire difficulté à avoir des stocks et difficulté à les envoyer qu'il y avait quasiment plus d'avis. On a en tout cas fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de disparité de sentiment que les Outre-mer étaient moins bien traités que le reste du territoire, mais ce n'était pas facile d'anticiper. Et puis de prévoir aussi, le plus en amont possible, les renforts humains qui seraient déployés sur place pour gérer un grand nombre de patients dans les Alors, on a eu de la chance au départ, c'est-à-dire que les premiers cas dans les Outre-mer ont été plus tardifs qu'en métropole. Par contre, on a confiné en même temps. Le 16 mars, on a confiné à la fois en métropole et dans les territoires d'Outre-mer. Et on a fait un confinement à la fois interne et un confinement externe, c'est-à-dire que le trafic aérien s'est brutalement réduit, pas complètement interrompu partout, mais vraiment très très réduit. Il y a eu assez peu de cas à ce moment-là. Les Outre-mer étaient plutôt bien protégés. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu une première chose à Mayotte, au bout de 4-5 semaines de confinement, la population a eu du mal à le respecter. À ce moment-là, il a fallu passer on a appelé un confinement acceptable pour la population, c'est-à-dire un peu plus lâche. En même temps, ils n'avaient pas attendu pour cela. Il y a eu le début du ramadan arrivé à ce moment-là. Donc, ça fait que le virus a commencé à se propager un peu plus à Mayotte. Et quand c'est un peu plus à Mayotte, il y a un impact tout de suite sur le système de santé, il y a peu de libéralisation, etc. Là, on a envoyé vraiment des renforts très importants, des équipements pour faire les tests, etc. Globalement, c'est stabilisé. Et puis après, ça a été en Guyane. C'était à la fin du confinement général français. C'est à ce moment-là que ça a commencé à flamber au Brésil, dans tous les pays d'Amérique latine, décalé par rapport à l'hémisphère sud. Du coup, on s'est pris ça de plein fouet. Au moment du déconfinement en Guyane, les frontières étant en restriction, même si elles sont fermées, elles sont quand même perméables, c'est bien. Et du coup, on a eu une flambée de cas, et là, qui nous a encore plus inquiétés parce que c'est monté très vite. Et là, on a envoyé des centaines de personnes en reste. La chance qu'on a eue pour la Guyane, c'est qu'à ce moment-là, métropole, c'était... Donc, on a pu mobiliser, on a fait un appel national de mobilisation des soignants, et ça a marché. On a un système de réserve sanitaire qui existe en France. Des gens qui s'inscrivent dans une réserve, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se disent volontaires pour aider en cas de besoin dans des situations exceptionnelles. Mais là, la réserve sanitaire, c'est des gens qui ont fait cette démarche-là, qui n'avaient pas forcément tous les profils. Par l'intermédiaire de l'ensemble des hôpitaux, en juillet, on a directement au centre de crise sanitaire envoyé un appel à candidature, mobilisation, ensemble des hôpitaux en France et les Outre-mer, donc surtout en métropole, que c'était destiné, pour que les soignants, donc les médecins réanimateurs, les infirmiers, les soignants, renforcent la Guyane. C'est ce qui s'est passé. On a envoyé plusieurs centaines de personnes. À La Réunion, ça s'est stabilisé aussi. Mayotte et Guyane, ça reste stabilisé. Et puis là, c'est un peu préoccupant en Polynésie française. La Polynésie est même militaire, mais là, ils sont en situation de crise. Ils savent que s'ils ont 2 fois plus de cas, 3 fois plus de cas, sortent pas. Donc, on a des conférences téléphoniques très rapprochées avec eux. On voit tout l'ensemble des sujets, que ce soit des renforts humains, des renforts de matériel. On leur a envoyé des respirateurs, on leur a envoyé des matériels de test. On essaye de faire pour appuyer leurs commandes auprès des fournisseurs qui sont envoyés sur place le plus vite possible, etc. Malgré les statuts, on les aide aussi, malgré la distance. Donc, voilà un petit peu l'historique où on en est. Malheureusement, on sait que comme en métropole, l'histoire de fonctionnement par vague, comme on ne veut pas fermer sur des mois et des mois, on referme, et donc on risque d'avoir dans nos autres territoires d'autres épisodes de remontée de limites tant qu'on n'a pas de traitement efficace. Le territoire où il y a eu assez peu de virus, c'est la Nouvelle-Calédonie, 25 cas, comme ça. Eux, ils ont continué depuis le début, pas arrêter leurs mesures. Le trafic aérien il est quand même très limité, il y a des quatorzaines très strictes à l'arrivée. Le ministre de l'Outre-mer est parti en Nouvelle-Calédonie juste après le référendum et il est resté pendant 14 jours dans son hôtel, évidemment à travailler dans son hôtel, et là il a pu sortir de son hôtel que c'est possible. Tout le monde le respecte, un compromis entre l'efficacité des mesures sanitaires. C'est sûr que si on circule tout, c'est efficace, mais en même temps, il faut changer de terrain. Et avec la période de fête qui arrive, est-ce que vous pensez que l'on risque d'avoir une rechute, peut-être en termes de cas, puisque le trafic aérien va peut-être augmenter?
Là, on avait une petite crainte avec les vacances de la Toussaint, notamment, et qu'à chaque fois, les remontées épidémiques soient le plus faibles possible. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que globalement, c'est jamais satisfaisant d'avoir des malades, des décès, etc. Mais dans l'outre-mer, le nombre de décès, par exemple, c'est toujours trop, hein, c'est sûr. On a à peu près, depuis le début de la crise, 300 personnes décédées dans nos outre-mer, ce qui est rapporté au nombre de la population de un peu moins de 3 millions, fait de l'ordre d'une centaine de décès par million, très inférieur à la moyenne nationale, qui est au-dessus de 500. Ce qui veut dire que c'est pas une victoire, hein. La victoire, ça aurait été 0, mais les outre-mer ne sont pas défavorisés. Pour juste conclure, je vous poserai juste la dernière question. Donc, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter aux Outre-mer en matière de santé? C'est que nos outre-mer deviennent plus autonomes en termes d'alimentation, en termes de leur environnement agricole, de leur environnement qui permettent d'avoir une vie plus autonome. Je ne parle pas d'indépendance politique et tout ça, ça c'est un autre sujet, hein. Mais en termes d'autonomie alimentaire, parce que c'est la base de tout. Alors, on a aussi des difficultés quand les produits locaux sont pollués, ça c'est aussi des enjeux majeurs, et qu'on consacre à réparer les dégâts que les générations précédentes ont pu faire. Mais vraiment, le message que j'aimerais, c'est de développer cette autonomie alimentaire, que la santé viendra avec. Et en parallèle, on lutte contre l'illettrisme, quelle que soit la langue. C'est sûr qu'il faut quand même que les gens se parlent, se comprennent. Il y a 20% dans certains territoires, notamment au Guyane, de gens illettrés, de quelle que soit la langue. Donc, ça, c'est aussi un handicap majeur pour la prise en charge sanitaire.